Bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise et surtout bienvenue chers fidèles de l'émission Majuscule Propos. Ce soir, nous allons parler de la jeunesse et notamment la jeunesse africaine, cette jeunesse qui participe aujourd'hui au développement socio-économique du continent africain. Aujourd'hui, cette jeunesse qui veut prendre le devant dans le développement du continent et non pas être le futur, comme on nous a toujours dit, le futur du continent, mais plutôt être et le présent et le futur du continent africain. Aujourd'hui, on va voir le travail effectué par la jeunesse africaine, notamment dans la recherche des solutions pour faire avancer ce continent. Vous savez qu'il y a peu de temps que le Youth Connect Summit s'est achevé à Kigali et c'est un rendez-vous annuel qui rassemble des jeunes africains venus de 4 coins du continent, mais également d'autres partenaires, soit sur le continent africain ou en dehors du continent africain. On va faire le point justement sur ce qu'ont été les travaux, mais également les aspirations de cette jeunesse africaine. Avec nous, nous sommes avec Trésor Dexter. Il nous vient un jeune qui nous vient du Congo-Brazzaville, où il est un jeune entrepreneur. Bienvenue Trésor. Merci beaucoup. Voilà, ça va? Oui, ça va très bien. Ou on devrait dire Mbote ou Mbote Nayo? Mbote Nabinotu. Voilà, donc, merci. salut à tous. Merci beaucoup Trésor. Nous sommes également rejoints par Amadou Ouad. Amadou Ouad, il est jeune entrepreneur, il est président de l'Alliance des jeunes entrepreneurs et leaders du Sénégal. Bienvenue Amadou. Merci beaucoup. Comment on dit Nangadef? Ça va, nous sommes bien. Voilà, merci. Merci beaucoup Amadou. Ça se passe bien? C'est pas la première fois déjà, je sais que ce n'est pas la première fois que tu es à Kigali, mais tu m'as toujours dit déclarer ton amour pour Kigali. Mais bien sûr, je me sens comme un Rwandais. Ici, c'est chez moi. Voilà, je me retrouve, c'est comme si j'étais au Sénégal. Voilà, ça se passe très bien, les gens sont bien et voilà, j'aime bien le comportement des Rwandais. Merci beaucoup. Alors, nous sommes également avec Kessie et Komo. Martine, c'est une jeune qui nous vient de la République centrafricaine, une république qui partage des relations solides avec le Rwanda pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Elle est aujourd'hui, elle a une organisation non gouvernementale. Elle œuvre pour la paix dans ce pays qui a connu en tout cas des périodes sombres. Elle est parmi les jeunes aujourd'hui qui prennent à bras le corps la responsabilité de pouvoir bâtir les ponts entre le peuple centrafricain malgré les différends que les gens ont traversés. Bienvenue Kessie. Merci beaucoup. Ça va? Très bien. Voilà. Et toi, c'est pour la toute première fois au Rwanda? Oh, absolument pas, c'est peut-être ma 8e fois. Oh voilà. Voilà. Et toi comme Amadou, vous êtes les deux Rwandais du plateau. Je parle bien des invités. Alors à toutes les trois, ou à tous les trois, je commence par Kessie. Ça faisait 2 ans déjà de pandémie. Les gens ne se sont pas... On craignait la présence physique, on craignait finalement l'homme était devenu, entre guillemets, le loup de l'homme. On avait peur de l'autre. Finalement, les jeunes, vous vous êtes rencontrés une fois de plus. On est revenu à la vie normale. Mais on doit dire, c'était quoi exactement pour toi ce rendez-vous de Kigali? Qu'est-ce que tu attendais ou qu'est-ce que tu as amené dans tes bagages pour ce rendez-vous de Kigali? Merci infiniment pour la question. Je pense que Youth Connect a cela d'exceptionnel que de pouvoir mobiliser autant de jeunes Africains. On se connaît sans se connaître sur le continent. Et Youth Connect offre l'opportunité aux jeunes Africains de pouvoir se rencontrer, partager et découvrir l'Afrique, au fait, tout simplement. Et une Afrique, au fait, que le monde ne voit pas. Ce qui était très intéressant avec Youth Connect, et c'est ce que j'attendais aussi, c'est de pouvoir entendre l'histoire de tous ces jeunes Africains, ce qu'ils essaient de faire dans leur pays, ce qu'ils font déjà, et comment aller plus loin, en fait. Et nous connecter, c'est aussi une autre manière de repenser l'Afrique et de la faire grandir, tout simplement. Et c'est vraiment ce que j'attendais, moi. Et du côté de
Trésor, toi, entrepreneur que tu es, c'était quoi le rendez-vous de Kigali? Ça avait une signification particulière pour toi? C'est vrai, tous les jeunes, chacun, comme le disait Kessie, elle avait une idée quelconque dans sa tête. Toi, c'était quoi qui brûlait au fond de toi quand tu venais à Kigali? Non, mais déjà, qu'il faut rappeler, j'ai eu l'opportunité de participer à la première édition de Youth Connect, je pense en 2018 au Rwanda, et c'était ma première fois d'arriver au Rwanda. Mais j'avais beaucoup apprécié non seulement l'initiative, mais la façon de faire de Rwandais. Je dis souvent aux jeunes, il n'y a pas de mal à copier ce qui fonctionne chez les autres. Donc on venait ici, mais c'est d'abord un plaisir de nous retrouver. Ça faisait plus de 2 ans qu'on était chacun bloqué chez soi. Et aujourd'hui, grâce au Youth Connect, j'ai pu rencontrer des entrepreneurs qui venaient de partout d'Afrique. Donc ce moment nous a permis de nous rencontrer, de faire du réseautage, mais aussi de créer de nouvelles opportunités afin de créer les ponts entre nos différents États. Très bien. Alors, Amadou, entrepreneur, leader, toi, tu étais déjà il n'y a pas très longtemps au Rwanda, mais tout de même, c'était un rendez-vous particulier pour le leader des jeunes. Finalement, ceux-là qui t'ont envoyé ou ceux-là que tu représentes à Kigali, c'était quoi la mission? Moi, je me dis que je suis vraiment déjà très épanoui par l'organisation du Youth Connect. Et je remercie ceux qui m'ont invité, le comité d'organisation, qui m'ont pris comme panéliste. Quand j'étais là au mois de mars, c'était pour un programme de visite. Et pour cette fois-ci, c'était pour des choses vraiment intéressantes et importantes. Parce que le Youth Connect, comme l'a si bien dit Martine, ça nous permet, nous les jeunes, de nous connecter, mais aussi d'acquérir de nouvelles connaissances de la part des autres jeunes leaders africains. Nous, au Sénégal, on a besoin de ça. On a besoin d'être à la découverte des autres pays africains, d'être à la découverte de nouvelles connaissances en matière d'entrepreneuriat, en matière de leadership, mais aussi en matière d'expérience des autres pays africains. Le Youth du Sahel a été organisé l'année dernière au Sénégal, au King Fahd Palace, avec le ministère de la Jeunesse. Cette année, nous nous sommes rencontrés ici, à Kigali. Déjà, venir ici, c'est attractif. Et ce qu'on a vécu aussi, c'est bien. Moi, j'ai eu à faire mon panel hier. J'ai trouvé tout ce qui se disait lors de mon panel très intéressant et très instructif. Et je remercie aussi ceux avec qui je partageais le plateau du panel. L'essentiel, c'est que nous nous voyons, nous nous connectons et nous arrivons à discuter et à essayer de voir comment trouver des solutions pour faire développer notre cher continent, le continent africain. Voilà, parlant des solutions, il y a en tout cas quelqu'un qui a parlé d'un continent qui ne doit pas se définir par un continent à problème, en tout cas qu'il n'y avait pas de différence entre le continent africain et les autres continents, mais surtout, il a insisté sur la recherche des solutions aux problèmes africains. On va suivre ce qu'a été notamment... vous savez, si on est là, si Youth Connect arrive, s'il y a tout ce qu'il y a, c'est également parce qu'il y a une certaine volonté politique, c'est parce qu'il y a des leaders politiques qui accompagnent toutes ces initiatives. On va suivre déjà les mots de ces leaders, certains leaders africains, notamment le président Kagame comme le pays hôte, mais également il y a le président Macky qui s'est exprimé par rapport à cette initiative, mais avec tous les deux un message particulier qu'ils portent à la jeunesse africaine. Le président Kagame, ensemble avec le vice-président du Kenya, Rigathi Gachagua, se sont entretenus avec ces jeunes sur différents sujets. Lors de l'ouverture officielle de ce grand rassemblement de jeunes en provenance de différents pays du continent, le président de la République, Paul Kagame, a fait savoir que depuis sa création, Youth Connect rassemble chaque année des milliers de jeunes pour apporter des solutions et apprendre les uns des autres, et à remercier les différents partenaires et amis d'avoir fait partie de ce parcours depuis le début et à adresser un grand remerciement à chaque jeune présent au Youth Connect 2022. Le chef de l'État a indiqué qu'avec notamment les innovations des jeunes, ils ouvrent la voie à l'Afrique plus résiliente, ajoutant que Youth Connect aide à raconter notamment les réussites réalisées. Youth Connect helps us to tell these success stories.
Youth Connect nous aide à raconter ses réussites, à se connaître les uns les autres et à renforcer la solidarité. L'Afrique n'est pas un continent de problèmes, pas du tout. Oui, il y a des problèmes, mais où n'avez-vous pas trouvé de problèmes? Le monde entier a des problèmes. Donc, nous devons faire face à nos propres problèmes, mais nous ne sommes pas un continent de problèmes. Au moins, nous devons aussi, et nous dirigeants, nous devons aussi faire notre part pour reconnaître que les jeunes sont des partenaires égaux dans notre programme de développement. Nous savons que vous avez des idées sur la façon de commercer plus efficacement, de construire des systèmes de santé solides, de lutter contre le changement climatique, de réduire les inégalités et bien plus encore. Reduce inequality and much more. Le président du Sénégal, Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine, a virtuellement participé au sommet de Youth Connect Africa 2022 et a invité les jeunes du continent à être confiants en eux-mêmes, à s'informer et à se former pour se préparer à relever les défis du futur. Prendre soin de notre jeunesse est le meilleur investissement que nous pouvons faire pour le présent et le futur, parce que ce sont les jeunes qui assureront la relève demain. Dans mon adresse à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le 21 septembre dernier, j'ai rappelé qu'il y a certes l'Afrique des problèmes, que nous n'ignorons pas, mais qu'il y a aussi l'Afrique des solutions, dont fait partie sa jeunesse vibrante et créative, qui innove, entreprend et réussit. Cette jeunesse, c'est vous. Voilà pourquoi, dans une société dominée par l'économie du savoir et du savoir-faire, vous devez sans cesse apprendre à être confiant en vous-même, à vous informer et vous former pour vous préparer à relever les défis du futur. En tant que dirigeants, il nous appartient de créer les conditions propices qui ouvrent la voie pour l'épanouissement socio-professionnel des jeunes. Il est fondamental d'offrir aux jeunes des perspectives d'emploi et de création d'activités génératrices de revenus en ville comme en campagne. Le premier sommet de Youth Connect Africa s'est tenu au Rwanda en 2017 et depuis lors, il s'est élargi et est actuellement le plus grand rassemblement annuel qui connecte les jeunes de tout le continent africain. Cette année, Youth Connect Africa a pour thème accélérer les investissements au sein de la jeunesse avec à cœur l'esprit de jeunesse résiliente, Afrique résiliente. Beaucoup donc Kassim Youssouf. Kessi, on a suivi les deux présidents, le président Macky et le président Kagame, mais par truchement, on va prendre déjà, ils vont nous aider à représenter les autres responsables politiques en Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre pays, la République centrafricaine, déjà si tu dois partir de là, mais également de manière globale sur le continent, tu penses que la jeunesse a une place de choix ou la place qu'elle mérite dans les carnets de nos chefs d'État? Merci pour la question. Et je pense que je vais démarrer bien sûr sur la République centrafricaine d'abord, c'est ce que je connais le mieux. Sûr. La jeunesse centrafricaine représente un peu plus de 70% de la population. Donc les moins de 35 ans représentent un peu plus de 70% de la population. Un peu comme ailleurs en Afrique. Hein. Un peu comme, oui, je pense qu'on partage la même... Exactement. Et c'est ce qui est d'intéressant. Aujourd'hui, c'est même plus au fait une question de priorité, c'est une obligation. 70% de la population a moins de 35 ans. Donc il faut absolument pouvoir travailler avec eux. Maintenant, de savoir, est-ce que les jeunes ont la place qu'ils méritent? Je pense qu'au fait, ça reste beaucoup dans le discours. Parce que, en République centrafricaine, on est un pays en conflit, du moins on essaie de se relever en ce moment. Et je pense que ça reste beaucoup dans le discours encore. Et pourtant, en fait, je pense que cette jeunesse-là a une place fondamentale et un rôle à jouer, non seulement pour le relèvement de notre pays, mais aussi pour contribuer au relèvement du continent. Aujourd'hui,
il me semble que les choses sont en train d'avancer. Et commence, selon moi, par exemple, on a la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui souligne aujourd'hui le rôle fondamental que les jeunes doivent jouer au fait pour la paix et la sécurité à travers le monde. On a aussi l'agenda 2063 de l'Union africaine, exactement de l'Afrique que nous voulons, où la jeunesse a une place fondamentale aussi. On a plusieurs autres résolutions au fait qui ont été développées et indirectement, vu que ces résolutions au fait font partie intégrante de nos politiques, c'est encore sur papier, mais je pense qu'il y a une machine qui est en train d'être mise en place. Et je vois de plus en plus sur le continent des jeunes qui prennent leur place. C'est la preuve. Et on en a rencontré, je pense, beaucoup pendant Youth Connect, qui ont compris au fait cette place fondamentale et aussi comment utiliser ces résolutions-là. Je pense que il est de notre devoir de pouvoir les vulgariser auprès de nos pairs pour qu'ils puissent au fait jouer leur rôle. Et ça, surtout au niveau des communautés. Le gap entre les décideurs et la jeunesse et même les populations est tellement large que je pense et je crois fortement que donner à la jeunesse sa place, ça doit commencer au niveau des communautés. Et c'est ce que je pense qui est en train de se faire dans beaucoup de pays. Et donc, ça reste sur papier, mais les choses bougent. Et c'est ça, au fait, il nous faut tenir cet espoir-là entre les mains pour aller de l'avant. C'est très important ce que dit Kessie, parce qu'on parle de la jeunesse qui, pendant très longtemps, Trésor, on parle de la jeunesse qui doit être le futur du continent africain, mais les besoins, la réalité semblent nous rattraper, où la jeunesse doit être également le présent du continent africain. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse qui se veut ou qui veut être également le présent du continent africain, elle est consciente de cette responsabilité? Est-ce qu'elle est prête? Par exemple, le président Macky parlait des outils que doivent se munir ces jeunes Africains aujourd'hui pour faire face aux challenges, aux défis mondiaux ou aux défis auxquels fait face le continent africain. Est-ce que avez-vous les armes pour vous donner ces responsabilités? Mais moi, je dirais déjà que la jeunesse n'est pas un problème pour le continent, mais plutôt une opportunité. Parce que moi, je considère que nous, jeunes, nous sommes des acteurs indispensables pour le développement socio-économique de nos pays. Comme l'a dit ici, qu'aujourd'hui, même au Congo, la jeunesse représente plus de 70% de la population. Mais ce qui est quand même bien, hier, on était en train de reprocher aux jeunes beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes qui font des choses qui sont assez visibles au niveau du continent. Et dans certains pays, ça essaie un peu de bouger. Pour le cas de mon pays, le Congo, aujourd'hui, la jeunesse essaie d'occuper une grande place, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan économique. Déjà, chez nous, aujourd'hui, au Congo, au Parlement, nous avons plus de 10 jeunes. Et nous avons une structure, notre Conseil national de la jeunesse a été institutionnalisé. Donc, nous avons aujourd'hui le Conseil consultatif de la jeunesse, qui est une institution qui met des avis au niveau du gouvernement et de la présidence de la République. Donc, en dehors de ça, nous avons une jeunesse qui essaie de s'organiser aussi dans le secteur privé pour accompagner des jeunes entrepreneurs, accompagner des jeunes porteurs de projets. Mais cela ne suffit pas, parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir un cadre institutionnel pour ne pas s'arrêter dans les discours, il faut aller dans le concret. Donc nous voulons cette jeunesse, mais qui s'approprie aussi le combat, qui s'approprie aussi leurs problèmes. Nous ne voulons plus des jeunes qui attendent, nous voulons des jeunes qui veulent être acteurs de leur propre épanouissement. C'est à nous de donner aussi des armes à nos politiques, de nous accompagner. Je dis souvent aux jeunes que si le changement ne vient pas d'en haut, il peut venir d'en bas. Donc la responsabilité est partagée entre les jeunes et nos dirigeants. C'est très important, cette responsabilité. Maintenant, quid de ces outils? Aujourd'hui, quand même, si on doit s'armer, c'est parce qu'on doit avoir des connaissances requises. Et maintenant, c'est là que revient la question de l'éducation. Est-ce que l'éducation qu'on a en Afrique aujourd'hui, elle s'adapte aux besoins du continent? Qu'est-ce Je pense que non. On a encore un long chemin à faire. Je pense qu'aujourd'hui, il nous faut repenser nos curriculums, au fait. Je pense qu'il nous faut repenser non seulement il nous faut repenser nos curriculums et surtout des curriculums qui soient basés sur les réalités, qui soient contextualisés et qui répondent au fait aux besoins réels des pays, mais aussi qui ouvrent une connaissance concrète au fait qui donnent l'opportunité aux jeunes de pouvoir mieux connaître le continent, donc ne pas seulement leur pays, mais mieux connaître le continent, voir les opportunités, voir les limites et voir aussi comment ils peuvent collaborer ensemble.
Et pour moi, c'est un travail qui est lent. Ça devient pour moi une priorité aujourd'hui. On en a beaucoup parlé, par exemple, en République centrafricaine. Et comme Trésor l'a souligné, notre Conseil national de la jeunesse aussi essaie de pousser pour une révision, en fait, de notre curriculum pour qu'il soit beaucoup plus sensible à nos réalités. Et je pense que c'est vraiment c'est fondamental aujourd'hui. Voilà, Trésor, les connaissances, elle le dit très bien. Est-ce que c'est le cas pour peut-être la République centrafricaine? Je ne sais pas aussi, peut-être, laisse-moi aller avec Amadou. Amadou, il y a quand même les études qu'ont fait nos parents, nos grands frères, nos grandes sœurs. Ça les amenait tout droit dans l'administration, dans la justice, dans les banques. Est-ce qu'aujourd'hui, pour être beaucoup plus concret, de quelles connaissances, effectivement, de manière réaliste, de quelles connaissances avons-nous besoin? Moi, par rapport aux connaissances, déjà vous avez parlé de l'éducation, ça c'est un problème en Afrique. On doit remodéliser notre système éducatif et ne pas faire déjà croire aux jeunes qu'à chaque fois, il faut étudier jusqu'à un certain niveau, prendre son CV, aller déposer pour attendre des entretiens qui ne vont peut-être jamais venir. Déjà, c'est pour cela qu'on a créé la GELS, pour promouvoir l'emploi des jeunes. Et par rapport aussi à ça, il y a des formations qui sont là, des formations accélérées pour permettre aux jeunes d'avoir des métiers, pour permettre aux jeunes d'avoir des formations professionnelles et techniques. Et je pense que c'est pour cela que l'État a mis en place l'organisation 3FPT, qui est le Fonds de financement pour la formation professionnelle et technique. Donc ça, c'est déjà pensé aux jeunes, mais aussi, nous arrivons à mettre en place des structures de jeunes. Maintenant, ce qui reste, c'est l'accompagnement. Ce qui reste, c'est l'accompagnement. Et la solution par rapport aujourd'hui à notre système éducatif, c'est d'amener des filières comme l'entrepreneuriat. Et je pense que son Excellence le Président Paul Kagame l'a déjà fait ici au Rwanda. Et nous devons aussi faire ça dans les pays comme les nôtres, surtout au Sénégal. Nous devons intégrer l'entrepreneuriat parmi les filières à apprendre pour que les jeunes, après leur formation, après l'obtention du diplôme, puissent penser à créer leurs propres entreprises, puissent penser à mettre en place des projets, mais qui peuvent apporter une valeur économique, une valeur sociale. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est que l'État prenne en charge la formation des jeunes, que l'État offre la possibilité à la jeunesse d'être formée, d'être bien éduquée. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Nous les encourageons par rapport à cette démarche. Mais toujours est-il qu'il y a quelque chose qui reste. Le travail, il y a beaucoup de choses qui doivent être corrigées et qui doivent être remises à leur place. Mais la première décision à prendre, c'est de remodéliser notre système éducatif de telle sorte que les jeunes, après l'obtention du diplôme, puissent passer à l'entrepreneuriat et non passer tout leur temps à déposer des CV pour attendre des entretiens qui ne vont jamais venir. Mais ce n'est pas aussi une question aussi de mentalité ou également de conception. Tout à l'heure, vous avez parlé de nos sociétés, de nos communautés, où on voit mal que la fille, le fils de tel, aille apprendre à devenir couturier professionnel, menuisier, qualifié, ou à devenir... sinon, tout le monde veut que son fils devienne ingénieur. Vous comprenez? Est-ce qu'on oublie que pour qu'on ait un bâtiment, il va falloir avoir tout le monde, pas que des ingénieurs. Exactement. Est-ce que ce n'est pas... Comment maintenant, si on s'accorde à la question de la mentalité, comment faire maintenant pour transformer la manière de penser de nos sociétés? Quelles sont les approches à utiliser aujourd'hui, Trésor? Non, mais c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, question de mentalité, de culture. Vous savez, dans nos pays, je pense que nous avons plus ou moins les mêmes réalités. Au Congo, quand un jeune finissait ses études, tout de suite, il pensait à deux choses. Se battre à trouver une bourse, aller à l'étranger, chercher sa vie, ou sinon, tout faire pour intégrer la fonction publique. Un cadre. Voilà. Exactement. Devenir un cadre Exactement. De la fonction publique. Aujourd'hui, ce rêve n'existe plus. Moi, je l'appelle l'ancien rêve africain. Et là, nous sommes en train de bâtir le nouveau rêve africain,
qui nous dit qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, pour construire un bâtiment, on a besoin de plusieurs métiers. Pour s'insérer dans la vie professionnelle, on n'est pas obligé d'être militaire. Si on est militaire, mais qui va arrêter qui? Si on est tous ministres, si on est tous ingénieurs, à un moment donné, on a besoin de l'ensemble de ces métiers, on a besoin de l'ensemble de compétences pour construire une nation. Donc c'est à nous, quand je dis à nous, jeunes, mais aussi à nos décideurs, de changer la façon de voir les choses. Il y a des métiers que nous devons valoriser, nous devons révaloriser certains métiers. Dire aux jeunes qu'aujourd'hui, être taximan, ce n'est pas échouer sa vie. Être banquier, ce n'est pas synonyme d'être riche. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, même les banquiers qu'on pensait être les plus riches ne sont pas riches. Donc, c'est pour dire aux jeunes, c'est vrai que tous les jeunes ne deviendront pas entrepreneurs. Si on le dit, ça serait un mensonge. Mais il faut dire aux jeunes qu'après l'emploi, vous avez deux chemins. Le chemin de l'emploi ou le chemin de l'entrepreneuriat. Mais même pour l'emploi, il faut que nous arrivions à adapter les formations aux demandes des entreprises. Les entreprises d'aujourd'hui ne sont pas comme les entreprises d'hier. Mais dans ce monde très compétitif, chaque jour, il y a des changements. Il faut que nos formations s'adaptent à cela. Le monde change, il faut que les formations changent. Donc ça nous ramène également à la question de l'éducation. Mais justement, la base... Le genre de formation qui nous est donné ou qui est dispensé dans nos écoles, dans nos universités. L'éducation, la formation, c'est la base. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir un sac de diplôme pour être entrepreneur, mais quand on décide d'être entrepreneur, malheureusement, il faut se former. Donc l'éducation, la formation nous rattrape toujours quelque part. Donc il faut que nos dirigeants, comme ce que vous avez fait au Rwanda, ce qui s'est fait en Centrafrique, au Congo et au Sénégal, qu'on arrive à faire la promotion des métiers porteurs, à faire la promotion des nouveaux métiers. Aujourd'hui, le monde a évolué. Je dis souvent aux jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais d'ici 5 ans, les infographes, on n'aura plus presque besoin des infographes parce qu'aujourd'hui, il y a des plateformes en ligne où tu peux faire le design tout seul. Il y a des plateformes en ligne où tu peux faire des sites internet. Donc il faut que les développeurs s'adaptent, qu'ils ajoutent encore de la valeur pour qu'on ait toujours besoin d'eux. Donc dans ce monde compétitif, il faut que les jeunes, voilà pourquoi on parle de la résilience, la capacité à s'adapter au changement. Il faut que les jeunes soient résilients. Mais il faut que nos dirigeants aussi soient résilients. Voilà pourquoi j'aime le thème de Youth Connect. Une jeunesse résiliente, une Afrique résiliente. Donc ça va de pair. Il n'y a pas de développement sans jeunes. Et ça, je l'insiste. Il n'y aura pas une Afrique prospère, émergente et résiliente sans sa jeunesse. Mais une jeunesse consciente, responsable. C'est très important. Kessi, dans la résilience, il y a aussi une certaine matière, à un certain degré, le sens du sacrifice. Donc, on doit se sacrifier pour une cause quelconque. Pourtant, il y a quelque chose de très important que Trésor a dit. Après une certaine formation universitaire, celui qui ne rêve pas d'aller chercher une bourse, trouver une bourse pour aller à l'étranger, pour exporter ses connaissances, mais c'est aussi l'histoire des conflits sur le continent africain. Ça ne nous permet pas, parfois, entre guillemets, de trop rêver. Ou on pense, ça nous force parfois à aller chercher ailleurs un peu. Vous, aujourd'hui, vous avez l'ONG qui travaille, qui œuvre pour la paix. Est-ce qu'avez-vous les moyens de vos politiques? Est-ce que vous prêchez la paix à un jeune Africain aujourd'hui? Est-ce que vraiment c'est facile de vous faire entendre, de faire taire les armes, par exemple, ou les gens qui se regardent ou qui dans une période ou dans un climat latent? Est-ce que c'est facile qu'un jeune puisse apporter la voix qu'il faut et qu'un jeune ou que des jeunes puissent unir des sociétés, des communautés déchirées? En République centrafricaine, en tout cas, je peux dire que oui. Les jeunes ont joué et continuent à jouer un rôle fondamental, au fait. Aujourd'hui, il y a donc tous les efforts, au fait, de construction de la paix dans le pays. Mais il y a quelque chose de fondamental que malheureusement, mon pays m'a appris, c'est que des jeunes qui ont vécu des conflits, on a vécu plusieurs coups d'État en République centrafricaine. On a je ne sais combien de générations de jeunes, même moi, ma génération, en fait, on a grandi dans les conflits. J'ai 32 ans, on a grandi dans des conflits, quoi. Et donc, il y a ce traumatisme. Les jeunes sont traumatisés. Et ce traumatisme-là est lié aussi au fait qu'ils se questionnent sur leur pays, tout simplement. Ils ont du mal à se sacrifier pour ce pays-là, parce que c'est un pays qui les a laissés tomber.
C'est un pays qui ne les fait pas rêver, qui ne les fait plus du moins rêver, et qui leur enlève même le droit de rêver, tout simplement. Tous les 10 ans, chez nous, normalement, il y a quelque chose qui se passe. On touche du bois pour que rien ne se passe. On a une forme de stabilité très précaire. Encore aujourd'hui, on y croit, et les jeunes sont actifs dessus. Mais je pense qu'au fait, cette résilience-là, aujourd'hui, les jeunes africains le portent. Ils essaient de pousser, de travailler avec le gouvernement, de travailler avec les partenaires techniques et financiers. Mais l'un des impacts aussi du conflit, c'est que penser le développement, c'est un environnement. Il faut voir l'environnement dans lequel on évolue. Dans le travail qu'on fait, on dit souvent aux jeunes qu'on ne construit pas un pays avec des ONG. On ne construit pas un pays avec des ONG. Tout le monde veut faire ONG. Parce que dans une certaine mesure, ils sentent aussi que c'est là où ils peuvent aider, dans une certaine mesure. Mais ça ne construit pas. Les ONG, c'est à but non lucratif. Donc, tu ne peux pas développer, au fait, un pays avec ça. Et donc, de plus en plus, comme les collègues l'ont souligné, c'est important de pousser les jeunes à repenser la manière dont ils voient le pays, de comprendre leur environnement et comment est-ce qu'ils peuvent bénéficier et jouer un rôle, au fait, tout simplement, utiliser leur environnement pour développer, au fait, le secteur économique. Tout le monde n'est pas entrepreneur, ça aussi, il faut le dire. Mais il est important de pouvoir développer les chaînes de valeur. C'est aussi une forme de résilience qui accompagne au fait le développement du continent. Et en République centrafricaine, c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Les jeunes sont autour de la table, au niveau des communautés, mais aussi autour des décideurs. Et de plus en plus, la voix des jeunes centrafricains se fait entendre aussi au niveau international. On participe à des forats au niveau de l'Union africaine, au niveau de la CEAC, au niveau de l'Union européenne même, quelquefois, et aussi au niveau des Nations Unies pour faire entendre que la résilience pour nous, c'est aussi parler de relèvement, c'est aussi parler de développement. Et qu'on n'a pas le droit de nous maintenir au fait seulement sur cette dynamique parce que nous sommes en conflit, donc on ne doit parler que d'ONG et parler que d'aide humanitaire urgente. C'est une réalité, mais il nous faut balancer les choses. Pour moi, c'est... Alors, vous pensez que de telles rencontres, de telles plateformes, lorsque vous revenez au pays, forcément vous amenez un nouveau souffle, il y a des choses qui viennent, que vous ramenez, par exemple, des expériences des autres qui, forcément, marchent sur terrain chez vous? Effectivement, au fait, on contextualise tout. Oui. Rien ne peut, on ne peut pas faire du copier-coller, on ne va pas prendre ce qui se passe en Rwanda ici et ramener là-bas. Mais l'idée, le point que vous avez souligné sur l'état d'esprit, c'est fondamental au fait pour nous de pouvoir travailler sur l'état d'esprit des jeunes. Tu peux dire à un jeune que tu dois être acteur de la paix, mais il est traumatisé, comme j'ai dit. Et donc, il faut l'accompagner, l'appui psychologique pour ces jeunes-là, et leur permettre au fait d'être prêts à accueillir ce que nous apportons quand nous participons à ces forats-là. Et ça, c'est notre responsabilité en tant que jeunes, comme nous participons à ce type de forats. Youth Connect, par exemple, on ne peut pas faire Youth Connect et rentrer et dire que j'ai été au Rwanda, j'ai pris des photos à Convention Center et je rentre. Ce n'est pas possible. On a cette responsabilité-là de pouvoir sensibiliser nos pairs et contextualiser ce qu'on a vu ici. Et les échanges qu'on a pu avoir. Il y a une chose qui m'a énormément marqué pendant Youth Connect, en tout cas les 3 jours qui sont passés, c'était de voir au fait à quel point en nous connectant, il était possible de faire des choses. Il y a des interactions, des synergies qui sont déjà en train d'être mises en place. Dans le cas de la République centrafricaine, notre délégation, en tout cas la délégation de jeunes, ils se sont concentrés à rencontrer des jeunes qui sont des pays frontaliers. Et ça commence là. C'est qu'on peut contextualiser les choses, mais penser aussi les dynamiques aux frontières pour pouvoir collaborer ensemble et aller de l'avant. J'aimerais peut-être qu'on revienne. Il y a ce que les dirigeants, les responsables politiques ont dit. J'aimerais bien aussi qu'il y ait d'autres partenaires qui accompagnent la jeunesse, et notamment ici au Rwanda. Tout à l'heure, on parlait c'était très important de la jeunesse, mais il y a également un accent qui est mis sur la jeune fille africaine et surtout de la pierre qu'elle apporte à l'édifice, à ce grand chantier du continent africain. J'aimerais bien qu'on puisse suivre cet élément également pour voir d'autres aspects de contribution à cette Afrique qui avance. On va revenir tout à l'heure pour échanger sur cet élément. Le 2e jour de Youth Connect Africa se tient à Intare Arena dans la ville de Kigali. La ministre rwandaise de la Jeunesse et de la Culture, honorable Rosemary Mbabazi, est revenue sur le fait que ce sommet est une grande opportunité qui permet aux jeunes Africains de partager les connaissances et expériences liées à l'investissement en Afrique. La première dame du Rwanda demande aux dirigeants des pays africains de faire confiance aux jeunes en leur accordant plusieurs opportunités qui leur permettent de se développer. Son Excellence Jeannette Kagame a rappelé aux jeunes que les défis qu'ils rencontrent sont en majorité connus. Dear youth, chers jeunes, en dépit de votre vitalité, votre énergie, votre optimisme, nous avons conscience
des défis auxquels vous faites face, dont certains sont là à notre insu. La scène internationale est devenue comme un écran tactile où la jeunesse est ciblée avec des standards irréalistes et intimidants de la vie et de la beauté et un encouragement d'être engagé dans l'isolation et parfois même l'égocentrisme. La première dame du Rwanda a donc exhorté aux jeunes Africains à relever les défis qu'ils rencontrent et d'effectuer des activités qui contribuent non seulement à leur propre développement, mais aussi au développement du continent africain, d'autant plus que le monde fait face à différents problèmes, dont les effets de la Covid-19, de la guerre et d'autres problèmes liés au changement climatique. Il y a de cela 10 ans que Youth Connect a commencé au Rwanda et depuis 5 ans, les jeunes d'autres pays africains y participent également. Depuis lors, ce sommet s'est élargi et est actuellement la plus grande conférence annuelle qui connecte les jeunes de tout le continent africain. L'année dernière, Youth Connect s'est tenu au Ghana et cette année, ce sommet se tient au Rwanda et a pour thème d'accélérer les investissements au sein de la jeunesse avec à cœur esprit de jeunesse résiliente, Afrique résiliente. Voilà, très important. On parle des investissements, quelque chose de très important. Amadou, l'Alliance des jeunes entrepreneurs et leaders, on a planté les décors. On sait de quoi la jeunesse a besoin pour devenir des entrepreneurs ou devenir des leaders. Mais il va falloir qu'on se dise aussi certaines vérités. Quelle que soit la bonne volonté qu'on a, quelles que soient les connaissances dont on a bénéficié, quelle que soit l'éducation, Amadou, pour être entrepreneur, il faut des moyens, il faut des investissements conséquents, soit de la part de l'État ou des privés. Alors cette jeunesse aujourd'hui, qui pour la plupart sort des universités ou des grandes écoles, elle a besoin de matérialiser les connaissances. Et ces connaissances, on ne les amène pas à la banque. Il y a une problématique de financement des idées géniales de la jeunesse africaine. Au niveau du Sénégal, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, par exemple, pour amener les institutions financières, par exemple, à croire en vous, ou pour être bancable, par exemple. Voilà. Est-ce qu'il suffit de dire, écoute, on a des grands projets, voici, c'est bien écrit pour recevoir de l'argent ou des prêts bancaires? Vous faites quoi pour convaincre? Bon, au Sénégal, il y a des alternatives parce que par rapport au financement bancaire, je pense que beaucoup de jeunes maintenant fuient les banques à cause peut-être des taux. Oui. Mais bien sûr. Okay. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout un problème. Vous voyez des jeunes qui ont leur activité 1, 2 ans, 1 année, 2 années. Après, voilà, il y a la banque qui vient pour récupérer peut-être les matériels, peut-être des problèmes qui vont jusqu'au tribunal parce que les jeunes n'arrivent pas à être solvables. Ça, c'est un problème. Je pense que c'est pour cela qu'on a amené une autre alternative. Alors la question, le problème, c'est à la banque ou c'est à la viabilité des projets? Voilà, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent en prendre, mais ne se préparent pas à c'est-à-dire aujourd'hui, vous voyez des jeunes présenter un business plan, je peux aller voir ici ou bien aller voir un frère pour qu'il me fasse un très bon business plan, qu'il me présente un bon projet. Je reçois le financement qu'il faut et après, je n'arrive pas à gérer le projet. Moi-même, je ne suis pas prêt. Moi-même, je ne maîtrise pas le projet. Voilà. Déjà, ou bien je le fais pour des raisons financières. C'est vrai, on va gagner de l'argent, mais on doit être passionné par ce que l'on fait. On ne doit pas juste avoir un business pour gagner sa vie, non. On doit être passionné. Et quand on est passionné, s'il y a des problèmes, s'il y a des difficultés, on continue à persévérer. Mais quand on n'est pas passionné, s'il y a un blocage, on est là, on est découragé, on reste à la maison et après, par la suite, il y a des problèmes. Et je pense que c'est pour cela qu'on a créé la DER, qui est la délégation pour l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes au Sénégal. Maintenant, la DER est bien conceptualisée et je pense que ça, c'est en train de se reproduire dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais le problème de l'accès, c'est par rapport aux politiques. Et je pense que ça, c'est un problème majeur qui
qui doit être réglé le plus rapidement possible. Certains jeunes te disent qu'ils n'ont pas accès à ces genres de structures parce qu'ils n'appartiennent pas à certaines organisations politiques. Ça, c'est un fait que nous avons constaté. Nous sommes en train de combattre cela pour que tout jeune, que ce soit politique ou non, que tu puisses avoir accès au financement de la DER, au financement du FONGIP, c'est une structure qui est au Sénégal, au financement de l'ADPME. Mais les jeunes doivent être formés, doivent savoir qu'est-ce qu'ils veulent réellement, tout d'abord, doivent préparer leurs activités, doivent être passionnés avant de s'attaquer à l'entrepreneuriat et doivent avoir une bonne éducation financière. Ce n'est pas intéressant de faire 6 mois d'activité et d'aller faire des vacances à Dubaï, acheter des iPhone 14, acheter une voiture qui peut être un prêt bancaire. Ça nous amène que des problèmes. Donc nous devons maîtriser notre activité, avoir une bonne base et voir comment participer à revaloriser notre économie locale. Ça aussi, c'est très important. Trésor, la question de financement des projets des jeunes, c'est quand même une question centrale. Il y a déjà le gouvernement qui nous dit qu'il met en place un système d'éducation ou un environnement propice à faire des affaires. C'est quand même quelque chose. Des lois, c'est très important d'avoir aussi des lois. Mais est-ce que malheureusement en Afrique, on a toujours tendance à tout ramener sur nos États ou nos gouvernements? Est-ce que le secteur privé, par exemple, tu le vois concerné, tu le vois vraiment jouer ce rôle-là ou prendre la relève, apporter quelque chose à cette jeunesse aussi? Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est comme un sport de haut niveau. Vous savez, les grands joueurs, pour réussir, ils doivent s'entraîner. Ils doivent être compétitifs. Donc le problème que nous avons aujourd'hui, et je reviens encore sur la responsabilité partagée entre les jeunes et nos États, quand on se lance en entrepreneuriat, contrairement à une association, on sait qu'on veut créer une entreprise pour faire du profit. On attend, un entrepreneur ou un homme d'affaires n'attend rien de l'État, si ce n'est qu'un environnement propice pour créer son entreprise. L'État, même aux États-Unis, même au Rwanda, l'État n'injecte pas de l'argent directement dans les entreprises. L'État crée un écosystème favorable au développement, à la création et au développement des entreprises. Mais le problème que nous rencontrons, moi j'ai un incubateur et je suis banquier d'affaires. Le problème que nous rencontrons avec des jeunes, ce qu'a dit mon cher Amadou, c'est le problème de l'adéquation entre l'homme et son projet. L'entrepreneuriat, c'est d'abord une vie, c'est une passion. Tu ne peux pas vouloir être entrepreneur et ne pas aimer ce que tu fais. Voilà pourquoi on revient encore sur la question de la formation. On peut apprendre à aimer ce qu'on fait. Mais justement, voilà pourquoi moi je dis... Avant de l'aimer. Voilà pourquoi je dis que le financement n'intervient vraiment qu'à la fin. C'est vraiment à la fin de toute la chaîne. Il faut d'abord former les jeunes. Il faut les accompagner. Parce que justement, j'ai bien aimé ce que vous avez dit. La banque ne finance pas une idée. La banque donne de l'argent à quelqu'un qui a un service ou un produit qui vend sur le marché. Il est sûr que ce produit va être rentable et rembourser le crédit. Donc, on revient à la question de la viabilité des projets. Moi, je pense justement qu'il faut avoir des structures. Comme au Rwanda, j'ai visité, au Congo, nous avons des incubateurs. Il faut d'abord accompagner des jeunes. Permettre à un jeune de quitter de l'étape de l'idée au projet et du projet à la création d'entreprise. Et à ce moment-là, tu peux aller peut-être voir des banques. Aujourd'hui, nous, au niveau du Congo, nous avons un fonds que nous appelons le FIGA, le fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement, qui peut accompagner, que ce soit un porteur de projet ou un entrepreneur existant, à lever des fonds au niveau des banques. Mais aujourd'hui, le monde a tellement évolué avec le digital, nous avons des solutions alternatives. Il y a le financement participatif aujourd'hui, le crowdfunding. Aujourd'hui, il y a des clubs de business angels. Mais même ceux-là, pour mettre de l'argent, ils doivent être sûrs de la viabilité, de la rentabilité du projet. Donc pour moi, il faut former des jeunes, des entrepreneurs, il faut les accompagner. On ne va pas dire aux jeunes, non, il faut avoir un bac plus 20 pour non. Tu as une idée, rapproche-toi des structures d'accompagnement qui vont t'accompagner, qui vont t'aider à structurer ton projet, ton business plan et peuvent t'accompagner soit vers des banques ou vers des structures de financement alternatives. C'est très important. Alors, Kessi, il y a la question de la jeune fille. Dans tout ça, il faut quand même garder en esprit que la jeune fille n'a pas toujours eu la place qu'elle méritait au niveau des décisions politiques, au niveau même de nos sociétés. Elle venait après les autres. Parce qu'aujourd'hui, les droits que vous avez aujourd'hui
et à la parole et à l'action, vous êtes vraiment consciente que ce sont des droits ou c'est un droit à vous, ou c'est encore malheureusement de celles-là qui pensent que c'est un avantage ou ce sont des avantages que la société accorde aux femmes? Je pense que la question des jeunes filles aujourd'hui, partout sur le continent, hein, on fait encore, les jeunes filles sont tiraillées entre le monde moderne, on va dire, et au fait nos cultures, nos traditions. Donc les pesanteurs socioculturels font partie vraiment des problèmes fondamentaux aujourd'hui qui bloquent l'épanouissement au fait des jeunes femmes. Exactement. On a cette problématique des pesanteurs socioculturels dont on parle très peu. On demande aux jeunes filles d'avancer, de faire des choses, mais la réalité c'est que dans les foyers, les discussions sont totalement différentes. Et on a ce passage au fait de tous ces pesanteurs socioculturels, là, non seulement des parents, mais aussi aux jeunes hommes. Je ne dis pas que mes collègues sont comme ça, j'ose espérer en tout cas qu'ils ne sont pas comme ça. Mais on a ce passage-là de, comme vous l'avez dit, hein, la jeune fille a ce rôle, elle doit tenir une certaine classe, une certaine position. Quelquefois, on lui interdit le droit d'aller à l'école. Ça, on le voit beaucoup hein, sur le continent où, à choisir, le parent enverra le jeune homme et gardera au fait la fille à la maison. Si on a moins de moyens, s'il faut choisir entre les deux, on choisit. On sacrifiera la jeune fille qui au fait devra accompagner, au fait elle vient rejoindre la situation de sa mère parce que ce sera celle qui accompagnera la mère au champ, ou bien pendant que la mère est au champ, c'est elle qui devra s'occuper des petits à la maison et ça reste encore une réalité. Et ça c'est une première chose. Mon deuxième point sur les pesanteurs socioculturels, c'est aussi de dire que une fille moderne, on va dire aujourd'hui, peut être très mal perçue. Parce que ça vient avec une certaine forme d'émancipation vis-à-vis des mœurs et autres, au fait, qui peut frustrer les parents, qui peut frustrer la société dans laquelle ces jeunes filles-là évoluent. Et même au niveau des positions, au fait, je veux dire des postes, ça limite au fait l'accès à des postes importants à ces jeunes filles-là, ou à certaines matières. Je veux dire, par exemple, dans le secteur scientifique, il y a très peu de jeunes filles. Qui osent au fait se lancer dedans parce qu'on dit qu'au fait c'est un secteur qui est connu pour être celui réservé à des hommes. On a cette dynamique-là et il y a une chose que j'aimerais souligner, c'est qu'on refuse aussi souvent de le reconnaître, mais le plafond de verre que nos mères essaient de combattre par rapport au fait aux pesanteurs socioculturels et autres, elles le créent aussi pour les jeunes femmes. C'est qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, les mamans n'ouvrent pas beaucoup la porte aux jeunes filles. Et là, c'est une question en fait, de dynamique intergénérationnelle. Je pense qu'il est important de pouvoir pousser cette dynamique intergénérationnelle-là aussi dans le milieu féminin, tout simplement. On ne peut pas juste parler de la dimension du genre en se limitant à l'interaction entre les hommes et les femmes, mais il nous faut avoir une conversation concrète où on dit à nos mamans, ouvrez-nous aussi la porte dans une certaine mesure. Donc il y a une forme de compétition qu'on retrouve souvent entre les jeunes femmes et les mamans, où dans les conversations sérieuses, on nous dira non mais ma fille reste sur le côté, ce sont les mamans qui vont parler. Et donc il faut créer cet espace-là aux jeunes filles aujourd'hui. Mais je suis très heureuse de voir, même pendant Youth Connect, de voir au fait le nombre de jeunes femmes qui font des choses extraordinaires. Et il nous faut reconnaître ça, il nous faut valoriser ça. On ne peut pas laisser les jeunes africaines derrière. Le monde change, le monde évolue et de plus en plus on voit des femmes faire des choses extraordinaires et on doit en faire partie. Est-ce que justement ce qu'elles font, elles le font de manière naturelle ou quelque part au fond de leur tête, elles se disent écoute, là où je dois me battre 2 ou 3 fois plus pour mériter ce que l'autre a eu, ou ça arrive naturellement? Parce que très récemment, j'échangeais avec le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, qui m'a dit qu'il n'était pas d'accord de la manière dont l'égalité entre l'homme et la femme est vécue aujourd'hui, la définition même du genre. Ça ne doit pas, pour lui, il ne doit pas y avoir débat, on ne doit pas discuter de l'égalité, ça doit venir naturellement. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive naturellement ou c'est un combat de tous les jours? C'est un combat permanent et je le vis, ça fait partie de mon quotidien, je le vis. Il faut faire 2 fois plus d'efforts. Ça commence très tôt. Hein. Une jeune fille fait toujours... Si vous avez une fille, dès son très jeune âge, elle doit faire 2 fois plus. Elle doit être meilleure. Elle doit être... si elle a des rêves, elle doit redoubler d'efforts pour pouvoir réaliser ces rêves-là. Et je pense que la question du quota, juste ce que vous avez souligné là, la discussion que vous avez pu avoir avec le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, la question du quota, on appelle ça une discrimination, on va dire, positive. Et ça, vous n'êtes pas d'accord avec? Moi, je suis totalement d'accord avec, mais attention, il ne faut pas le faire c'est pas parce qu'il faut mettre des femmes là
qu'il faut mettre n'importe quel type de femme. Justement. Ça, je le reconnais en tant que femme, il faut le reconnaître. Justement. On a besoin de femmes, et il y en a qui sont très intelligentes, qui peuvent pousser l'agenda des femmes en étant là-bas, et qui ne vont pas aussi créer une autre narrative qui peut être jouée contre nous dans une certaine mesure. À tous les deux, je veux poser la question parce que c'est une question fondamentale au niveau de la formation des entrepreneurs. Est-ce que vraiment, quelque part, vous dites il faut accorder à la femme ce qu'elle aurait dû avoir depuis des années, où vous dites, OK, vous voyez, essayons de voir aussi ce qu'on peut faire pour elle. Bon, moi, je pense que même déjà ça... Vous savez, si on ne fait pas ça, vous savez, il y a le réseau des femmes qui vont sortir des communiqués. Non, mais justement, moi, je pense que c'est même ça, une forme de discrimination. Aujourd'hui, quand on parle de l'égalité, comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, mais je pense que parfois, il y a des femmes, en fait, souvent des femmes, certaines femmes elles-mêmes, elles créent des barrières. Moi, je pense que ce débat ne devrait pas avoir lieu. Parce que la femme, comme l'homme, nous avons les mêmes droits. Nous avons les mêmes chances. C'est vrai, hier, ce n'était pas différent, mais aujourd'hui, le monde a évolué. Aujourd'hui, il y a des femmes présidentes de la République. Il y a des femmes qui occupent des fonctions de grande responsabilité. Mais par exemple, pour moi, je vais vous prendre l'exemple dans mon incubateur. Quand on lance les appels à projets, les femmes ne se manifestent pas. Parce qu'elles veulent qu'on crée des programmes spéciaux pour les femmes. Mais pourquoi? Pourquoi devrons-nous créer un programme d'accompagnement spécifiquement aux femmes? Mais pourquoi? Qu'est-ce que l'homme a que la femme n'a pas? Surtout dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et pourquoi devrons-nous traiter les femmes différemment? Non, pour moi, la femme mérite d'être partout. Elle peut investir. Là, peut-être communautaire, dont elle souffre. Mais justement, il y a des femmes, après aujourd'hui, dans les jeunesses, il y a plusieurs catégories. Nous avons des jeunesses qui vivent dans des milieux reculés. Mais aujourd'hui, il y a cette jeunesse-là qui a la chance d'étudier, d'aller à l'étranger, de copier d'autres cultures. Mais c'est à cette jeunesse aussi, comme le fait souvent Kessie avec son association, d'aller prêcher certaines choses aux jeunes filles, pour dire aux jeunes filles, mais écoutez, aujourd'hui, on n'est plus au Moyen-Âge. Aujourd'hui, vous avez le droit, vous avez le devoir de faire certaines choses. Mais c'est à vous aussi d'emboîter le pas. C'est à vous aussi de commencer. N'attendez toujours pas tout. Pour moi, la femme n'a pas à revendiquer quoi que ce soit parce qu'elle mérite tout. Quand il y a un programme d'accompagnement au Youth Connect, nous avons beaucoup de femmes. On n'a pas fait Youth Connect Woman et Youth Connect Boy, je ne sais pas. Non, il y a Youth Connect. Et l'inscription est ouverte. Les femmes peuvent s'inscrire, les hommes peuvent s'inscrire. Mais souvent, les femmes revendiquent ça. Nous voulons un programme pour les femmes, nous voulons l'égalité. Mais oui, mesdames, l'égalité est là. Prenez l'égalité. On ne va pas vous donner l'égalité. Prenez l'égalité. Aujourd'hui, à l'école, on part tous à l'école. Hier encore, les femmes étaient à gauche, les hommes à droite. Mais aujourd'hui, nous partons à l'école. Nous partageons les mêmes valeurs, nous partageons les mêmes réalités. C'est vrai que nous devons encourager les femmes à faire certaines choses, mais il faut que les femmes prennent conscience qu'il n'y a rien à revendiquer. Il faut vivre. Il faut prendre, tout simplement. Amadou, toi, tu travailles avec les hommes et les femmes, les jeunes filles et les jeunes garçons. Il y a le côté entrepreneuriat, aussi le côté leader. Notamment, on voit les leaders politiques aujourd'hui encouragent les jeunes filles ou les jeunes femmes à embrasser la politique, par exemple. Est-ce que déjà, si on entend Kessie et Trésor, déjà dans l'entrepreneuriat, il y a un petit souci, il y a un petit problème. Et déjà, la politique, on sait ce qu'elle demande, certains sacrifices tout de même. Là, ce n'est pas le pire. Est-ce que vous retrouvez davantage de jeunes filles qui aspirent à la politique, par exemple, à devenir ou à occuper certaines places de choix au niveau de la politique du pays? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui au Sénégal, il y a une loi sur la parité et l'égalité sur les listes proposées pour que ce soit les élections locales, que ce soit les élections législatives. C'est pour cela qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, nous avons beaucoup de femmes, donc à cause de la parité. Maintenant, Kessie a souligné une très bonne chose, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on impose une loi sur la parité, l'égalité, c'est-à-dire que sur les listes, après un homme, il doit y avoir une femme, qu'on doit mettre n'importe qui ou bien voilà, faire des cacophonies jusqu'à ce que, arriver à notre Assemblée nationale, ça devient du n'importe quoi. Mais par rapport aux filles aussi, Kessie a raison, parce que
être une fille, ce n'est pas facile, j'avoue, parce que ce sont les filles qui font les tâches ménagères, qui font le linge, qui cuisinent et qui étudient. Mais même au Sénégal, les meilleurs élèves sont des filles. C'est les meilleurs entrepreneurs aujourd'hui, sont des femmes qui sortent du lot, qui créent des choses, qui portent aujourd'hui la voix de la jeunesse. Aujourd'hui, même dans n'importe quelle structure, les membres qui sont plus dynamiques sont les femmes, qui créent une bonne ambiance, qui créent une bonne cohésion, qui apportent d'autres membres. Donc les hommes, ils ne sont là qu'à critiquer, qu'à rester là, non, ce n'est pas comme ça et tout. Mais les femmes, elles maintiennent l'harmonie qu'il faut. Et voilà, c'est très important partout au monde. Aujourd'hui, pour faire marcher une chose, il faut intégrer les femmes parce qu'elles sont dynamiques, elles sont pertinentes. Même maintenant, après, mon frère a raison par rapport à une certaine mentalité. Il ne faut pas faire ça un sujet pour limiter certaines choses. Non, non. Nous sommes là, l'égalité est là. On ne doit même pas parler de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas meilleurs que les femmes, nous ne sommes pas plus intelligents que les femmes. Donc, on doit travailler ensemble, collaborer, avoir les mêmes droits et les mêmes principes. Mais c'est vrai que être une femme, c'est plus difficile parce que les femmes font beaucoup de choses à la fois. Voilà, on aimerait vraiment discuter pendant encore plus longtemps, mais vous savez, la télévision, c'est également le temps. Ça passe très vite dès qu'on commence à discuter, mais sinon, on a toujours le temps, que ce soit présentement ou par la magie d'Internet aujourd'hui, on peut toujours vous avoir avec nous. Permettez-moi, avant de terminer, de vous remercier à tous les trois. Je commence par Kessie Ekomo, qui nous vient de la République centrafricaine. Merci beaucoup, Kessie, pour votre contribution. Et nous espérons qu'au pays, en tout cas, ils ont hâte de vous voir et surtout de continuer à œuvrer pour la paix, pour ce beau pays que nous aimons tous, ce pays frère au Rwanda. Merci beaucoup. Merci infiniment. Également, merci à vous, Amadou Wade. Je rappelle que vous êtes président des leaders et entrepreneurs du Sénégal. Merci beaucoup pour merci le travail que vous faites. Merci beaucoup, Eddy. Merci beaucoup à vous. Franchement, à chaque fois, vous m'appelez pour des invitations, pour des émissions. Je remercie aussi celui qui m'a habillé aujourd'hui, c'est Taylor. Il va vous habiller. C'est un jeune qui est au Sénégal, qui est dans les costumes africains, comme mon frère Otima Guedouad, qui est le président directeur général de MW. Et j'ai préféré porter des costumes africains pendant le Youth Connect 2022. Il y a mon frère Abdoulaye Dien aussi de 6.9. Donc je vous remercie, je remercie mes collègues et j'espère collaborer avec eux et les faire venir au Sénégal pour une activité au mois de décembre, Inch'Allah. En tout cas, moi je dirais en tout cas grand merci au Made in Africa. C'est très bien de voir qu'on peut porter et surtout être fier de nos produits. C'est ça l'Afrique que nous voulons. Merci également Trésor Omono, Dexter. Il est également jeune entrepreneur au Congo, à Brazzaville. Merci beaucoup Trésor. Et comme on dit, Maton Domingui, c'est ça? Oui, Maton Domingui, merci. Et surtout un message à la jeunesse congolaise, ouais. À la jeunesse africaine, je voulais dire. Nous devons être des acteurs de notre propre changement. N'attendons toujours pas tout du gouvernement. Soyons des acteurs. Donnons les moyens, la motivation à nos gouvernements afin de nous accompagner pour construire une Afrique prospère, émergente et résiliente. Et une Afrique que nous voulons. Voilà, the Africa that we want, c'est ça déjà le slogan depuis quelques années maintenant. Grand merci à Pacifique et à toutes les équipes au niveau de la régie et surtout grand merci à vous, fidèles de l'émission Majuscule Propos. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.